D'abord, bonjour et merci à toutes et à tous d'avoir répondu présent à notre invitation. Merci à nos intervenants que Marine nous présentera tout à l'heure. Je vais adresser aussi un merci tout particulier à Gilles Lagarde, directeur de cabinet de Gérard Larcher, qui nous a accompagnés avec beaucoup d'efficacité et de bienveillance pour que nous réussissions ce colloque. Donc, merci à vous, Gilles. Je veux aussi remercier les responsables des associations qui sont à mes côtés, Aurélien Mallet pour Dextera, Jean-Michel Bernabotto pour DIRCAB, Jean-François Boyer pour COPCAB, qui aussi nous diront un mot tout à l'heure, et qui ont œuvré avec nous aussi pour la réussite, nous l'espérons en tout cas, de ce moment que nous passons ensemble. Remercier enfin les techniciens et responsables de Soprasteria qui ont lancé des opérations concrètes avec vous d'ailleurs pour essayer de mettre en place des outils et pour développer des outils qui nous les présenteront en fin de colloque. En préparant ce débat, je pensais aux mots de Churchill qui disait « Mieux vaut prendre le changement par la main avant qu'il ne nous prenne par la gorge ». Et je crois que la question de l'intelligence artificielle répond un peu à ce souci-là. Je pense que le propos est bien adapté, puisqu'il s'agira sans doute davantage de la domestiquer que de la subir. C'est une question qui fait l'objet d'un grand dossier dans l'inspiration politique. Je vous parle 2 secondes de notre revue, bien sûr, qui organise l'événement. L'inspiration politique, donc il y a un grand dossier sur l'intelligence artificielle. On s'attache dans notre revue beaucoup à aller chercher toutes les actions innovantes et audacieuses portées par les élus dans les territoires. Donc voilà, je pense que ça peut être une revue qui vous inspire aussi. Donc je peux que vous inviter à la lire et pourquoi pas vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Je le disais, la question de l'intelligence artificielle suscite autant d'engouement qu'elle suscite de questionnements. Elle passionne autant qu'elle inquiète parce qu'elle recouvre beaucoup d'aspects en réalité. Des aspects bien entendu plus théoriques, on va dire philosophiques, politiques, éthiques d'un côté, et puis d'un autre côté des questions qui sont des questions techniques et juridiques. Donc c'est le spectre de toutes ces questions-là auxquels on va essayer de répondre avec les intervenants qui viennent d'horizons divers, mais qui sont tous spécialistes de l'intelligence artificielle. L'objectif, à l'issue de nos travaux, sera bien entendu que nous voyons tous un tout petit peu plus clair en ce qui concerne l'intelligence artificielle. Voilà, je te laisse la parole, Marine, pour que peut-être tu présentes plus en détail la journée. Oui, merci Frédéric. Bonjour à toutes et à tous. Merci pour votre présence. Avant de laisser la parole à nos 3 présidents des associations de directeurs de cabinet ici présents, je vais dire quelques mots effectivement sur le déroulement de ce colloque. Donc, comme le dit Frédéric, l'intelligence artificielle suscite autant d'intérêt, de curiosité que de crainte, particulièrement dans le secteur public au regard des enjeux, des liens avec les citoyens, des enjeux de protection des données, des enjeux d'avenir sur les métiers de la fonction publique, des enjeux techniques, des enjeux juridiques. Et donc beaucoup d'enjeux, et on a regroupé 5 intervenants qui, on l'espère, de par leur expérience, vont pouvoir répondre à vos questionnements. On a choisi de faire une table ronde en deux parties. Une première partie qui va interroger la dimension éthique, philosophique, politique de l'intelligence artificielle, et une deuxième dimension qui est consubstantielle à la première, qui est la dimension juridique et technique. Donc, je vais présenter les 5 intervenants quand même. Donc, Christine Lavarde, sénatrice des Hauts-de-Seine, présidente de la délégation à la prospective du Sénat, qui en ce moment travaille sur les enjeux d'intelligence artificielle dans les collectivités, avec plusieurs auditions parlementaires qui sont en cours et dont vous allez probablement nous parler. Jean-Gabriel Ganassia, professeur émérite, chercheur spécialiste de l'intelligence artificielle, notamment de ces enjeux éthiques, pour être président du comité éthique de l'intelligence artificielle de France Travail. Vous avez écrit de nombreux bouquins, dont un dernier qui est paru récemment. Frédéric Lefret, président de l'agence Immersive Talent, vous accompagnez les collectivités dans le déploiement d'outils technologiques et particulièrement d'outils d'intelligence artificielle, et vous avez créé récemment l'Observatoire de l'intelligence artificielle dans les collectivités territoriales qui recense des bonnes pratiques, des expériences que les collectivités territoriales en France ont pu mener par rapport à l'intelligence artificielle. Yves Nicolas, directeur du programme d'intelligence artificielle
de Sopra Steria, groupe français. Vous avez déployé des outils d'IA dans le secteur privé, mais aussi dans le secteur public, et vous êtes attaché notamment à respecter certaines questions d'éthique et de souveraineté auxquelles Sopra est particulièrement engagé. Et enfin, Modeste Marquez, avocat associé du groupe GB2A. Vous avez récemment, vous, écrit une note juridique sur les grands enjeux de l'IA dans les collectivités, que vous trouverez d'ailleurs sur votre table. Et donc vous allez nous résumer aussi ces grands enjeux juridiques. Et enfin, on finira cette table ronde par un petit voyage au cœur de la technologie, parce qu'on trouvait intéressant de vous montrer un des exemples d'un outil d'IA qui aujourd'hui est expérimenté dans plusieurs collectivités territoriales, et notamment avec nos présidents des associations de directeurs de cabinet. Et on laissera aussi la parole au directeur général de Sopra Steria, Grégory Winterberg, ici présent, qui parlera aussi des engagements évidemment de Sopra par rapport à la souveraineté de l'intelligence artificielle, et puis Bruno Mayos, Roland Endras, Matteo Gentilly, qui eux interviendront plus sur l'outil. Donc je vais tout de suite laisser la parole à Aurélien Mallet, président de Dextera, mais aussi directeur de cabinet de la ville de Rueil-Malmaison. Alors Aurélien, pourquoi cette présence ici? Pourquoi on doit prendre en compte l'enjeu de l'intelligence artificielle? Tout d'abord, je voulais évidemment remercier le magazine L'Inspiration Politique d'avoir organisé ce colloque. Je vais être très court parce que je sais, même si c'est agréable de vous parler, que ce n'est pas moi que vous êtes venu écouter. Donc je vais laisser nos experts, évidemment, échanger sur le sujet. L'intelligence artificielle, elle me rappelle un peu l'Internet d'il y a 20 ans, qui faisait peur, puisqu'on plongeait dans le vide. Je repense à mes parents, mais je repense aussi aux entreprises. Et l'intelligence artificielle, maintenant que j'ai un peu l'âge de l'époque, me fait cette même sensation, c'est-à-dire qu'elle est attirante, on veut faire partie du voyage. Il est important, d'ailleurs, on sait aujourd'hui qu'il faut faire partie de ce train, monter dedans, mais on ne sait pas par quel bout, par quel morceau le prendre. Et ça fait peur également, puisque c'est quelque chose nous ne sommes pas à nos âges, on n'a pas tous le même âge, mais peu importe, mais on n'est pas né avec ça. Donc c'est quelque chose qui peut poser beaucoup de questions, et les collectivités doivent évidemment aussi sauter le pas, puisque la société évolue, les administrés évoluent, une jeune génération arrive aussi en tant qu'administré, et il faut qu'on suive le mouvement. Mais après, ça pose beaucoup de questions, puisque toutes les collectivités s'y attellent. On y a réfléchi également, cher Frédéric, ensemble pour la ville de Rueil qui me concerne. Mais les vrais sujets aussi, c'est l'acceptation de la part des agents. Est-ce que ça va supprimer mon travail? Est-ce que j'en suis capable? Il y a l'acceptation des administrés. Si on imagine des réponses semi-automatisées, on ne parle même pas d'une réponse totalement automatisée, mais enfin, il y a ce niveau d'acceptation également. Et puis, il y a la capacité aussi de nos directions des services informatiques à avoir l'esprit suffisamment ouvert pour pouvoir se lancer dans l'intelligence artificielle, puisque c'est pas une critique que je veux faire, mais on a parfois des services informatiques qui se limitent en fait à une gestion de pack office, quoi. Et aller ouvrir sur de l'intelligence artificielle, avec tous les risques que ça représente derrière en termes de sécurité, c'est un véritable enjeu. Voilà, j'avais dit que je serais court, mais comme d'habitude, je suis toujours trop long. Encore une fois, merci, et puis j'ai hâte que nous puissions écouter nos experts, puisqu'on est tous venus là pour entendre ça, et voilà, je vous remercie encore une fois. Merci Aurélien. Jean-Michel Bernabotto, président de l'association DIRCAB et directeur de cabinet de l'agglomération de Blois. Qu'est-ce qu'on peut dire de l'intelligence artificielle? Mais surtout, j'ai une petite question qui n'est pas petite en fait. Il y a beaucoup de craintes sur l'avenir des métiers avec l'IA. Qu'est-ce qu'on peut en dire sur cette question? Merci à l'Inspiration Politique de m'avoir permis de vous parler. Moi, mon enfance a été bercée par des livres, des films. Les livres furent Isaac Asimov, Le cycle des robots, Le cycle Fondation,
un livre qui m'a marqué quand j'étais encore lycéen fut Blade Runner. Vraiment, ce film, je peux le regarder à peu près toutes les semaines sans jamais me lasser, en y découvrant encore des choses, justement dans cette différence que l'on peut percevoir entre l'intelligence humaine et l'intelligence artificielle. Mais là, je laisserai les spécialistes en parler. Et donc, ce sont des questions qui m'ont bercé en permanence. Et moi, je suis de formation scientifique, et donc j'ai atterri un peu en politique par hasard, même si ça me plaît beaucoup. Et j'ai gardé cette entropie que j'ai voulu transmettre dans la collectivité dans laquelle j'exerce, en me posant toujours les mêmes questions et en oscillant toujours entre deux mondes, le technosolutionnisme qui m'attire vertigineusement, bien entendu, par cette entropie scientifique, et le technopessimisme qui me fascine, parce que le Terminator, les T-800 et les T-1000, c'est quand même quelque chose dont on imprègne quand même nos pensées. Donc, en restant sur cette ligne de crête, dans la collectivité dans laquelle je travaille, je me suis dit, comment peut-on, grâce à l'intelligence artificielle, à ces outils, puisqu'il y a plusieurs types d'outils dans l'intelligence artificielle, il ne faut pas penser qu'aux IA génératives, il y a eu tellement l'effet waouh, ChatGPT, qu'effectivement on a l'air de croire qu'il n'y a que ça, il n'y a pas du tout que cela. Donc dans nos métiers qui sont divers et variés, il y en a plus de 200 dans les collectivités territoriales, je me suis dit, à quoi ça peut servir? Est-ce que ça peut servir à l'intérêt général? Est-ce que ça peut servir à nos agents? Est-ce que ça peut servir à nos administrés? Donc je suis allé, je faisais de la veille depuis très longtemps sur ces aspects-là, je suis allé fouiller, je suis allé rencontrer des gens, je suis allé à de nombreuses conférences pour faire en sorte de découvrir ce qui pouvait apporter quelque chose dans nos petites collectivités. Blois, l'agglomération de Blois, c'est 110 000 habitants, c'est 43 communes, la plupart sont très rurales. Il y a plus petit. Oui, il y a plus petit. Mais vous voyez, c'est pas quelque chose, on n'est pas à Nantes, on n'est pas à Lyon, on n'est pas à Paris. Donc il fallait réfléchir, et je suis allé expérimenter des choses à droite à gauche. Et il y a par exemple une expérimentation qui m'avait beaucoup intéressé, parce que nous avons comme compétence le cycle de l'eau. Donc nous avons besoin de traquer les fuites d'eau dans nos réseaux. Plus de 500 km de réseaux qui acheminent l'eau vers nos administrés, et il y a des endroits où il y a des fuites, on ne sait pas pourquoi. Donc on a utilisé l'intelligence artificielle pour faire en sorte de traquer ces fuites, et disons pour faire des focus sur les endroits où on se dit qu'il y a des chances que ce soit à cet endroit-là qu'il y ait des fuites. Et puis, de fil en aiguille, évidemment, j'ai essayé de nombreuses autres solutions dans la collectivité. On n'est pas encore dans une grosse production d'outils en IA, mais disons que j'ai essayé d'inculquer l'idée qu'on pouvait s'intéresser à ces outils qui permettaient d'accélérer les choses, de les simplifier, parfois de les compliquer un peu, certes, de rendre aussi un monde un peu plus inclusif. Moi, je pense à tous les gens qui ne parlent pas ou qui parlent mal français, qui peuvent hésiter à venir dans nos services civils pour faire en sorte de faire des démarches administratives auxquelles ils ont droit, de demander des droits qu'ils ne demanderaient pas. Donc il y a quand même des outils qui permettent une inclusivité intéressante. Et quand Marine me dit les futurs métiers, alors je ne suis pas devin, mais il y a quand même des problématiques qui nous intéressent beaucoup quand on s'intéresse à la vie de nos concitoyens, c'est le vieillissement. Les Français vieillissent. Ça va poser un tas de problèmes auxquels nous n'étions pas encore confrontés jusqu'à présent. Comment faire pour faire en sorte justement de répondre à ces problématiques de vieillissement, de santé, de mobilité? Parce que quand on vieillit, on ne bouge pas de la même façon. Nos infrastructures sont-elles adaptées à ces gens qui vont vieillir? Nos façons de faire en sorte qu'ils restent chez eux? Eh bien, il y a des métiers que l'intelligence artificielle va inventer pour faire en sorte d'être des aidants qui seront présents 24 heures sur 24, qui vont permettre peut-être un peu plus de résilience dans certaines situations. Je pense évidemment au changement climatique. Donc, même si je ne suis pas devin, j'imagine très bien des robots, je parle bien de robots, qui nous permettront vraisemblablement d'aider nos aînés, je me mets dedans, parce que dans pas longtemps, j'y serai évidemment confronté, pour mieux vivre, pour rester chez eux, pour faire en sorte de continuer à profiter des services que l'on peut offrir. Merci Michel. Jean-Michel, pardon. Oui. Jean-Michel. Jean-François Boyer.
président de l'organisation COPCAB et directeur de cabinet de la ville de Gennevilliers. Peut-être pour poursuivre, il y a quoi ? Il y a des ingrédients pour réussir concrètement l'arrivée d'une IA en collectivité territoriale ? Oui, alors, moi, je suis un peu comme ça a été dit à l'instant, moi aussi je suis passionné par l'IA et à titre privé, j'ai utilisé depuis avril 2023 l'outil. Je suis rentré dedans, entre guillemets comme geek. Simplement, il y a une différence entre rentrer dans un outil et ensuite le déployer dans une collectivité. Et on a été amené à discuter, à rencontrer des collègues, à échanger. Et moi, je trouve que commence à se dégager un peu une philosophie de comment on doit déployer ce type d'outils dans une collectivité. La première condition, me semble-t-il, c'est d'aligner. Il n'y a pas d'un côté l'IA et de l'autre côté le projet de la collectivité. En réalité, pour moi, l'IA, ça doit être un outil qui est au service d'une vision, la vision de la municipalité, la vision de l'équipe municipale. La deuxième chose qui me semble important, c'est la question de qui anime ce projet. Il faut un portage politique fort. C'est-à-dire que sans élus à la manœuvre sur ce projet ne pourra pas être opéré dans une collectivité. Il faut un déploiement de la direction générale pour avoir un cap stratégique, pour éviter que ça parte dans tous les sens. Moi, c'est pour ça que dans ma collectivité, je n'ai pas souhaité commencer à déployer ce type d'outils, parce que je pense qu'il faut d'abord une maturité de l'équipe de direction qui s'empare de l'outil pour le déployer de manière rationnelle et raisonnée. Et puis, ça a été dit à l'instant, par rapport à la question de la DSI, pour moi, c'est d'abord une révolution d'usage. Donc, c'est d'abord une révolution qui a vocation à mobiliser les équipes métiers des collectivités, plutôt que la DSI. Parce que l'expertise d'intervenants extérieurs nous permet de déployer l'outil. Et donc, on a d'abord besoin de compétences métiers. La troisième chose, c'est la question de l'éthique. Monsieur Ganassian en parlera tout à l'heure, certainement. Moi, je pense qu'il faut encadrer l'usage. Il faut rassurer les citoyens, rassurer les agents. On ne peut pas déployer, et d'ailleurs il y a des expériences en ce moment de collectivités, j'ai échangé avec des collègues, qui en parallèle de la construction d'une IA dans leur collectivité, mettent en place et construisent des chartes éthiques. De manière à ce qu'on puisse aussi s'adresser aux citoyens en lui disant ce qu'on va faire de leurs données, de quelle manière, avec quelle transparence. Après, ça a été dit, il y a la question de la formation des agents, parce que d'abord, c'est pas naturel, il y a la question de la conduite du changement. Voilà, ben ça arrive, ça débarque. L'IA, c'est pas Word en plus dans son ordinateur. L'IA, c'est un nouveau rapport à la machine. Donc, comment on accompagne les agents dans cette transformation des métiers? Alors, pour moi, et ça, c'est un peu des retours d'expérience qu'on a, il y a deux façons de faire. Soit on forme des cohortes, c'est-à-dire tous les agents, ou en tout cas un nombre maximum d'agents. Soit on utilise, c'est ce qu'a fait une région, soit on a des ambassadeurs de l'IA qui sont très pointus et qui, dans leur direction, vont porter l'IA. Et enfin, je crois qu'il ne faut pas non plus mésestimer l'effet waouh, parce que quand on fait un essai et qu'on montre la puissance de l'outil, et ben là, on se dit aussi, voilà ce qu'on peut construire au bénéfice et au service de nos territoires et des populations pour lesquelles on travaille. Merci Jean-François. On va démarrer la table ronde. Frédéric, Non, mais on va céder nos places. On va céder nos places déjà, voilà, oui, bien sûr. Vous installez ici, les intervenants. Un, deux. Un, deux, un, deux. Je ne sais pas si ça marche. Oui, c'est bon? Donc, merci à tous. Donc, comme vous le disiez, on a divisé cette table ronde en deux parties. La première partie va s'intéresser aux questions plutôt
éthique, philosophique et politique. Alors, pour commencer, bien entendu, je me tourne vers vous, Madame Lavarde. Vous êtes sénatrice des Hauts-de-Seine. Marine le disait tout à l'heure, vous avez beaucoup travaillé depuis 1 an, je crois, sur ces questions. Donc, vous avez sans doute tiré de premiers enseignements, notamment politiques, de premières expériences par rapport aux gens que vous avez audités également. Voilà, j'aurais voulu que vous nous en disiez quelques mots. Merci beaucoup pour l'invitation. Alors, ça sera difficile de résumer les travaux de la délégation à la prospective qui, effectivement, ont commencé il y a maintenant 1 an dans le temps qui m'est imparti. Mais peut-être déjà vous dire que le choix de travailler sur l'intelligence artificielle a été une décision de l'unanimité en fait, des membres de la délégation. C'est-à-dire que quand j'en ai pris la présidence, je leur ai demandé sur quoi vous avez envie de travailler. Jusqu'à présent, on faisait des rapports thématiques, on enchaînait l'eau, puis la ville du futur, puis... Et là, j'avais envie, moi, qu'on travaille sur un thème qui pouvait se décliner. Et là, naturellement, on s'est dit, bah voilà, l'intelligence artificielle, c'est ce qui va transformer nos vies demain. Elle est déjà là. Bon, vous connaissez tous l'âge moyen des sénateurs, donc vous vous dites bien que ce ne sont pas une génération qui est née avec l'informatique. Si bon, moi j'ose dire quand même, je pense être née avec cette génération de l'informatique. Mais donc voilà, suivant l'âge qu'on a et le moment où on prend cet outil, on a nécessairement un regard qui est assez différent. On perçoit différemment les opportunités et les risques. Donc on avait envie, et on a toujours cette idée de se dire... Il faut aujourd'hui qu'on démystifie un peu cet outil et porter un message qui est celui du Sénat peut permettre d'avoir une parole qui est, entre guillemets, neutre. Nous ne sommes pas les GAFA, nous n'avons aucun intérêt économique dans ce que nous dirons ou dans ce que nous ne dirons pas. Nous ne sommes pas des techniciens, donc on a laissé à l'OPEX, qui est l'Office parlementaire des choix scientifiques et techniques, de faire tout un travail sur la construction des algorithmes, sur les enjeux scientifiques qui sont derrière ce qui fait l'outil intelligence artificielle. Et nous, à la délégation à la prospective, on a cherché à regarder concrètement les utilisations et comment demain, ça allait changer nos relations entre les citoyens et les différents moments de leur vie quotidienne. Donc il y a déjà 2 travaux qui ont été rendus publics. Un premier qui concerne l'utilisation de l'intelligence artificielle dans la sphère publique, mais dans 2 grosses administrations que sont la sphère des finances publiques et la sphère des ministères sociaux. Et c'était très riche d'enseignements, et notamment sur aujourd'hui arriver à percevoir que dans finalement 2 ministères qui ont chacun énormément de données, on n'en est pas du tout à la même phase de développement, que là où Bercy est très en avance et où Bercy est assez naturellement la partie de l'État qui est la plus développée sur l'usage du numérique pour faire évoluer ses procédures. Du côté des ministères sociaux, on est encore dans une phase de balbutiement, et que le regard aussi qui est porté sur les outils n'est pas le même. Du côté des ministères sociaux, on nous a mis en avant les enjeux que ça allait avoir sur le travail des agents, et une réflexion, et je rebondis sur des propos que j'ai entendus en introduction, une remarque qui m'a vraiment frappée. Je ne saurais plus vous dire quel était le grand organisme qu'on auditionnait, mais qui dit, écoutez, pour les agents qui sont au guichet, qui gèrent des dossiers, avant l'intelligence artificielle, ils avaient, 20 dossiers à traiter dans la journée. Les 20 dossiers, il y en avait des faciles, des moyens, des difficiles. Mais il y avait une sorte de cycle. Un dossier difficile, concentrer l'énergie. Et puis après, on avait la satisfaction d'avancer très vite sur 3 dossiers faciles. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle, elle sait gérer les dossiers faciles toute seule. Elle sait gérer les dossiers moyens tout seule. Il ne reste plus qu'à l'intelligence humaine les dossiers très difficiles. Ceux pour lesquels, la solution elle ne se trouve pas comme ça. Et il nous faisait part de cette sorte d'inquiétude, de pessimisme des agents qui se trouvent confrontés en permanence dans leur quotidien à des cas très difficiles à gérer, sans avoir cette respiration et cette satisfaction de voir sa liste de tâches avancer plus vite. Donc voilà, vraiment 2 pôles très différents. Et donc on en a fait un second qui porte sur l'intelligence artificielle et la santé, dont je vais vous dire 2 mots. On a en cours des travaux sur l'intelligence artificielle et l'éducation, des travaux qui vont être rendus publics très prochainement.
d'autres sur l'intelligence artificielle et les collectivités locales, c'est normal, nous sommes au Sénat, et enfin un dernier sur l'utilisation de l'intelligence artificielle dans la gestion des problématiques environnementales, et notamment on a bien en tête d'essayer de voir comment l'intelligence artificielle peut aider à gérer la question épineuse du ZAN, alors qu'il ne s'appellera peut-être plus ZAN demain, qui n'aura peut-être plus le même périmètre, mais la problématique de l'artificialisation des sols, elle demeure. Donc comment l'intelligence artificielle peut nous aider? Alors sur l'intelligence artificielle et la santé, dans ce domaine, et comme dans tous les autres, et on le voit bien, c'est la donnée qui est l'enjeu clé. Et il faut aussi ajouter à ça que dans le domaine de la santé, il y a des situations qui sont complexes et finalement, chaque malade est un patient unique et vient avec son propre bagage qui lui est propre, déjà sa signature génétique, l'environnement dans lequel il évolue, et ce qui fait que on a un traitement qui est plus ou moins adapté à chacun. Et finalement, l'intelligence artificielle, elle permet d'agréger beaucoup de données et de les traiter en même temps, bien au-delà de ce que peut faire un simple cerveau humain qui est dans un temps très court, qui est celui du temps de la consultation. Et sachant qu'on a aussi tous en tête qu'aujourd'hui, et encore plus là, à quelques heures de la présentation du projet de loi de finances et du projet de loi de financement de la sécurité sociale, soumis à une contrainte budgétaire. Donc il faut arriver en fait à faire toujours plus, avec si possible toujours moins de moyens financiers. Et donc tout le prisme en fait de ce travail était de se poser la question est-ce que demain en fait l'intelligence artificielle va permettre de pouvoir répondre à cette problématique, et aussi la problématique des déserts médicaux. Est-ce que demain en fait les médecins seront remplacés partout par une intelligence artificielle? Je vous rassure tout de suite, ce ne sont pas les conclusions du rapport, qui sont beaucoup plus nuancées. Mais surtout, des choses qui ont été identifiées sur IA et santé, parce qu'on voit bien que sur IA et santé, on est aussi, peut-être à la différence du premier rapport sur IA et sphère publique, dans un domaine qui est concurrentiel. Chaque pays est en compétition vis-à-vis des autres. Et là où aujourd'hui la France a finalement un système de recherche hospitalière assez structuré, avec les CHR, les universités qui sont imbriquées, on a beaucoup de mal à passer de la phase de recherche à la phase de développement à grande échelle, parce qu'on a tout un encadrement juridique. Alors il y a certes l'IA Act dont on a déjà parlé, mais après en France on a aussi les contraintes de la CNIL, et si bien que qui est ressorti des échanges qu'on a pu avoir avec les chercheurs, ceux qui essaient de développer des solutions, c'est de dire, écoutez, en France, on cherche, très bien, mais ensuite, dès qu'on veut passer dans la phase où il faut nourrir nos données, nourrir nos modèles, pour qu'un modèle, ensuite, on puisse l'utiliser à grande échelle, il faut qu'il ait été nourri avec énormément de données pour tirer ses conclusions. En fait, on n'y arrive pas. Et pour avoir une autorisation de recherche en France et aller, par exemple, agréger les données qui sont dans tous les CHR, ça nous prend 18 mois, alors qu'on part en Israël, on part en Suisse, on part dans des pays qui sont beaucoup plus ouverts. On a ces autorisations sous 15 jours, sous un mois. Donc en fait, à la rigueur, on trouve la bonne idée en France, et ensuite on part développer sa start-up à l'étranger. Je vois que vous me pressez, mais je voudrais quand même continuer. Je voulais vous couper pour vous poser une question, parce que non, ça m'intéressait. Vous parliez du ZAN, notamment. ZAN, oui, qui est un sujet hautement polémique, politique. On a presque le sentiment qu'à un moment donné, l'IA va pouvoir prendre des décisions politiques. Alors justement, je vais poursuivre sur ça, parce que c'est intéressant, et c'est justement ce à quoi on ne veut pas arriver au Sénat, et c'est souvent la conclusion de nos travaux. Et voilà, vous allez me faire une transition toute trouvée sur ce que je voulais aussi évoquer devant vous. C'est la manière dont ici au Sénat, le bureau du Sénat est en train de réfléchir à l'usage de l'intelligence artificielle. Et donc tout à l'heure, je vous parlais des ministères économiques qui, au-delà des outils de lutte contre la fraude, d'accès aux droits, ont développé un outil d'intelligence artificielle qui s'appelle LLM Amendement, dont vous allez tout de suite comprendre l'utilité quand je vais vous décrire ce qu'il fait. Donc cet outil d'intelligence artificielle a été développé pour s'occuper des amendements du projet de loi de finances. Donc l'année dernière, au Sénat, sur la première partie, on a dû passer 3000 amendements. Donc à l'Assemblée nationale, il y en avait encore plus. Et donc cet outil d'intelligence artificielle, déjà, donc, quand les amendements sont déposés en masse, il faut que vous imaginiez que dans le monde d'avant, il y avait une équipe de dispatching.
Donc l'équipe de dispatching voyait passer les 3000, 4000 amendements, donc les lisait comme ça et s'occupait de les envoyer sur les bons bureaux de la direction de la législation fiscale, de la direction du Trésor, direction du budget, pour que derrière, là, les rédacteurs se mettent à faire un résumé de l'amendement, deux, une proposition d'avis, de décision politique, et donc tout ça dans un délai extrêmement bref, parce que, par exemple, au Sénat, le dépôt limite des amendements s'arrête quelques heures avant le début de la discussion générale, et à peine la discussion générale a commencé qu'on est déjà en train de faire les premiers articles. Donc c'est extrêmement rapide. Et là, cet outil d'intelligence artificielle est capable. Donc ça prenait en gros, déjà le dispatching avec, je crois que c'était une vingtaine d'agents, ça prenait 6 heures. Désormais, cet outil, en moins de 20 minutes, dispatche tous les amendements et génère des résumés automatiques. Et donc j'ai un peu interrogé parce que j'ai dit mais c'est fantastique, mais il ne vous a pas échappé que parfois, entre ce que dit le droit, c'est-à-dire l'amendement en dur, et l'exposé des motifs, c'est parfois très 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 différent. Donc l'outil fait quoi? Il regarde l'exposé des motifs ou le droit? On m'a dit non, il regarde le droit et il va derrière écrire un bon résumé. Puis surtout, on me dit, il est capable d'aller faire tout un historique. Donc, il est capable de vous dire que ça fait 10 ans de suite que le même amendement est déposé. Donc, voilà. Et il est capable surtout de vous dire que, par exemple, entre 2012 et 2017, l'amendement recevait un avis favorable et que de 2017 à 2022, il a reçu un avis défavorable. Donc, en fait, de vous refaire cette traçabilité. Et ce qui fait que pour le rédacteur, c'est quand même très confortable. Parce que déjà, ce travail de résumé est quand même très très pénible. Avoir l'historique donne déjà une bonne idée de ce qu'il faut faire, mais là où j'en arrive à ce que vous attendiez de moi, la décision finale, c'est-à-dire ce qui va être proposé au ministre, reste toujours écrit de la patte d'un agent humain qui n'a plus que ce travail-là à faire, qui est quand même, soit disant passant, le plus intéressant, c'est-à-dire là où il y a une sorte d'engagement, où on tient compte du contexte macroéconomique, politique de l'instant, plutôt que de faire le résumé de ce qui a pu être dit avant. Et donc cet outil fort puissant qui a beaucoup aidé les équipes de Bercy, donc Bercy a transmis, et surtout ce qui est intéressant, c'est que cet outil, il a été développé dans un modèle de langage totalement libre, puisque là, c'était aussi un souci de Bercy, c'était que ce soit complètement transparent vis-à-vis des citoyens et que ce ne soit pas des solutions liées à tel acteur économique. Et donc aujourd'hui, Bercy transmet son savoir à la direction interministérielle du numérique de l'État pour que la solution se trouve développée sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale, sur les lois de programmation, en fait, sur tout sujet qui a vocation à avoir déjà été étudié, donc sur lequel on a déjà un peu un historique à regarder. Et le Sénat, lui, suit cette histoire, puisqu'on est en train de faire la même chose, parce que vous imaginez bien que les amendements en fait, sont regardés à l'Assemblée nationale, au Sénat et dans le ministère, donc chacun fait ses petites fiches, ses petits résumés de son côté. Donc le Sénat est en train de développer le même outil. Le Sénat est aussi en train de s'intéresser à l'usage de l'intelligence artificielle pour la rédaction des comptes rendus. Et là aussi, vous allez voir que peut-être dans les phases futures, mais qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle ne pourra pas tout, puisque si jamais un jour, vous avez eu la curiosité de regarder le compte-rendu intégral des débats, vous pouvez savoir qui applaudit, qui a fait à un moment dans une intervention. Donc là, autant l'intelligence artificielle, elle va être capable, à la rigueur, de prendre un discours et de le transcrire, autant elle n'est pas quand même là encore aujourd'hui capable de pouvoir regarder qui a parlé autre, et c'est là où elle le sera. Je ne dis pas qu'elle ne sera pas capable de le faire, mais être capable de le replacer au bon moment. Et surtout aujourd'hui, ce que fait le rédacteur du Sénat, c'est qu'il est capable d'aller corriger ce qui aurait pu être mal dit par le sénateur, notamment quand il y a des interventions chiffrées, enfin, de faire quelque chose qui est strictement exact, puisque les débats dans l'hémicycle font partie de la loi et font partie de l'interprétation de la loi ensuite pour prendre les textes d'application. Donc aujourd'hui, vous voyez, la puissance publique se saisit du dossier. On espère que le Sénat et les travaux de la délégation à la prospective vont permettre de faciliter l'appropriation après par le citoyen, parce que c'est bien là l'enjeu. En fait, on ne travaille pas pour nous et ni dans les collectivités, on travaille dans l'idée de rendre des services publics plus efficaces, plus accessibles
pour que ce soit dans tous les points du territoire ou que ce soit pour chaque citoyen au regard de ces difficultés qui peuvent être de toute nature. Et je termine ma publicité sur les travaux de la délégation pour dire qu'on a eu 2 auditions très intéressantes qui seraient plus peut-être pour des personnes qui sont encore en train de s'approprier l'intelligence artificielle et de se poser des questions. L'intervention de Raphaël Dohan, qui lui a une... Voilà, il faut quand même que je vous dise 2 mots du personnage, parce que donc, c'est un normalien qui, pour vérifier que ce qui se dit a du sens, se traduit ses propos en latin, en se disant voilà, si on est capable de les mettre dans une autre langue, ça veut dire que ça fait sens. Et donc lui a écrit tout un livre en fait à partir de l'intelligence artificielle, en reconstruisant l'histoire. Qu'est-ce qui se serait passé si? Et il a confronté ça aussi avec lui, ses connaissances d'historien. Et donc, ça donne quelque chose. Et nous, il est venu devant la délégation, on lui a posé des questions. Il a fait des démonstrations en direct devant nous sur ce que ChatGPT pourrait faire pour un élu qui lui pose telle question. Et une autre audition qui est celle de Raphaël Gaillard, donc qui vient d'entrer à l'Académie française il y a 6 mois, et qui, lui, était venu nous parler de son ouvrage sur l'homme augmenté. Et en fait, quand il nous a projeté cette image de robots qui lisent des milliers et des milliers de données pendant que nous, simples humains, nous sommes le nez dans notre téléphone, nous a fait quand même collectivement beaucoup réfléchir sur est-ce qu'on n'est pas en train collectivement de s'abêtir à vouloir tout donner à des ordinateurs et à des tiers qui, eux, sont en train en fait, de s'approprier notre intelligence. Et donc voilà, c'est sur ces mots-là, je pense que je vais céder la parole à quelqu'un qui réfléchit beaucoup sur ces questions. Merci beaucoup. Ce témoignage était fortement instructif, j'ai trouvé. Alors vous, Jean-Gabriel Ganassia, vous êtes spécialiste de ces questions. Vous avez écrit le dernier ouvrage, je crois, c'est l'intelligence artificielle expliquée aux humains, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est tout un programme, le voilà. Je le conseille à tous. Donc vous avez vu comme on est vite arrivé sur la question éthique, les questions morales que peut poser l'utilisation de l'intelligence artificielle, les questions de décision, parce qu'à un moment donné, on peut se dire que la technologie et la science ne se trompent jamais, la machine prendra forcément des décisions meilleures que les nôtres à terme. On a l'impression de dire, mais est-ce qu'on va pouvoir l'arrêter, cette machine, à un moment donné? Si oui, quand faut-il l'arrêter? Est-ce que c'est durable de pouvoir l'arrêter, etc. Toutes ces questions, vous les posez et nous vous les posons pour que vous nous éclairiez. Alors, première chose, je vous remercie de m'avoir invité à vous faire une présentation. Deuxième chose, peut-être d'où je parle. Je suis donc à la fois de formation initiale ingénieur. J'ai fait aussi des études de philosophie, un tout petit peu en cachette et à titre personnel, puisque j'ai poursuivi ensuite avec 2 thèses en intelligence artificielle, une thèse de docteur ingénieur, puis une thèse d'État. Et je poursuis des recherches toujours sur les questions d'intelligence artificielle dans mon laboratoire. Et je suis professeur à la Sorbonne, mais ayant cette formation de philosophe, j'ai été amené depuis une vingtaine d'années, compte tenu de l'importance que l'intelligence artificielle, et le numérique d'ailleurs, prenaient dans la société, à aborder les transformations sociales et les questions éthiques que ça peut soulever, ce qui m'a conduit à être dans différents comités éthiques, comme on vous l'a dit tout à l'heure. Alors, je voudrais quand même commencer par dire que nous ne sommes pas nés avec ça. Alors, je ne suis pas du tout des plus jeunes de cette assemblée, et pourtant j'ai l'impression d'être pratiquement né avec l'intelligence artificielle. D'abord parce que l'acte de naissance de l'intelligence artificielle, c'est à peu près celui de ma naissance, enfin l'âge en tout cas, et puis ensuite parce que j'en ai fait depuis très très jeune. Tout ça pour dire qu'il y a une histoire dans cette discipline et que ce n'est pas une révolution qui naît tout d'un coup, que le monde ne s'est pas transformé du jour au lendemain avec l'apparition de ChatGPT. Il me semble important de le rappeler, car sinon il y a beaucoup de mécompréhensions qui se font jour. D'ailleurs, les 2 Nobel de physique qui viennent d'avoir le prix Nobel de physique sur les réseaux neuronaux ont 92 et 73 ans. Tout à fait. Alors ils ont travaillé sur la physique statistique et ensuite ils ont transposé les formalismes de la physique statistique pour étudier la dynamique des réseaux de neurones formels, et cela, ils l'ont fait dans les années 80. C'est ce qui a donné naissance à la renaissance des réseaux de neurones formels dans les années 80. Je crois qu'il est important de bien préciser cela. Alors, l'histoire, disons, de machines qui pensent est très ancienne. Et je voudrais citer, parce que nous sommes en France, Blaise Pascal.
Vous savez qu'il a été, en tant qu'informaticien, il a fait beaucoup de choses, physicien, mathématicien, philosophe, mais en tant qu'informaticien, on lui doit une vénération toute particulière, puisque vous savez qu'il est le premier à avoir fabriqué une machine qu'il calculait. Mais ce qui est plus intéressant, c'est que dans ses pensées, à un moment donné, il dit « cette machine arithmétique que j'ai réalisée fait des effets qui s'approchent plus de la pensée que tout ce que font les animaux ». Vous voyez que c'est une question, bien sûr, qu'il le formule merveilleusement. Mais ensuite, il dit « mais », et c'est le « mais » qui est important, « rien ne fait dire qu'elles aient de la volonté comme les animaux ». Et je crois qu'il résume tout à fait les débats que nous devons avoir aujourd'hui, même sur cette question de décision. Les machines, effectivement, sont capables de faire des effets qui s'approchent de la pensée, de nous aider, mais en même temps, bien sûr, elles n'ont pas de volonté, et il n'y a aucune raison de se soumettre à la volonté des machines. Alors ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est donc la sénatrice qui m'a fait penser, je voulais citer Raphaël Dohan, parce que, donc, le roman qu'il a écrit est tout à fait extraordinaire. Je peux quand même vous raconter un peu l'histoire. C'est une Rome imaginaire qui aurait inventé la machine à vapeur. Et donc, non seulement il l'a écrit avec ChatGPT, mais en plus, il l'a illustré avec Midjourney. Et vous avez des mosaïques romaines dans lesquelles vous avez des galères où les galériens sont remplacés. Il y a des cheminées avec de la vapeur qui sort, etc. C'est extrêmement... Mais non seulement il a fait ça, mais peut-être que vous le savez, il a fait l'École nationale d'administration, et dernièrement est sorti un numéro spécial de la revue Servir, qui est la revue des alumni de l'ENA et de l'INSP, dans lequel il a fait un petit article. Alors je le sais parce qu'il m'avait demandé un article sur les questions d'éthique, et il a fait un petit article très intéressant où il explique à quel point beaucoup d'activités des fonctionnaires peuvent être automatisées ou facilitées en tout cas par l'utilisation de l'intelligence artificielle générative. Alors tout ça donc me conduit à aborder les questions d'éthique. Moi, je vais rentrer directement. D'abord, très brièvement, dans la question qui vous intéresse, à savoir l'intelligence artificielle au service des collectivités locales, il me semble qu'il y a énormément de processus qui peuvent être aidés. Je ne dis pas automatisés, car les choses sont beaucoup plus compliquées, mais qui peuvent être transformés par l'utilisation des questions d'intelligence artificielle. Alors je ne les passerai pas tous en revue, parce qu'il y en a trop, mais que ce soit toutes les questions qui sont liées à la surveillance entendue au sens de soins apportés, les questions d'automatisation d'un certain nombre de procédures, de rationalisation de la décision, et puis dans l'administration elle-même, les aides, alors ça a été mentionné tout à l'heure, les aides à la rédaction, pour rédiger des courriers électroniques, les suggestions que l'on peut essayer de trouver en posant la question à ces agents conversationnels, le résumé de grandes masses d'informations, ce qui peut être extrêmement utile, ou la recherche d'informations, mais là on a déjà des moteurs de recherche. Mais tout ça pour dire qu'il y a énormément d'outils qui peuvent être utilisés, et puis bien sûr, une question ouverte que posent beaucoup de collectivités, est-ce qu'on peut utiliser des chatbots pour faciliter la relation avec les usagers ? Là, c'est une question ouverte, ça pose pas mal de problèmes, des problèmes de responsabilité, parce qu'on n'est pas du tout certain que la réponse soit correcte. Et il y a des histoires cocasses, d'ailleurs, que l'on raconte à ce propos. Et puis, le risque d'une déshumanisation qui tient au fait qu'on a une machine qui est en face de soi. Mais cette déshumanisation, elle est déjà partiellement présente avec les automates qui répondent à la place des agents. Donc, il y a vraiment une réflexion à poser sur l'utilisation de ces outils. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est, disons, d'énumérer un certain nombre de questions qui sont plus génériques sur les questions d'éthique. Alors, d'abord, tout ce qui est relatif à la décision. On peut avoir des outils qui vont aider à la décision, voire qui vont prendre la décision automatiquement. Mais normalement, en tant qu'élu, en tant que politique, c'est à vous qu'appartient cette décision. Et donc, bien sûr, le risque, c'est de se dessaisir de ce qui vous appartient vous-même. Et à travers vous, c'est le citoyen qui décide. Et bien sûr, le danger, c'est un déficit démocratique. C'est-à-dire qu'on donne à la machine
une décision à prendre, alors qu'on a confié cette décision à un élu pour la prendre. Alors d'abord, est-ce que la machine elle-même peut vraiment décider toute seule? C'est une question. En réalité, elle ne décide pas. Elle n'est pas autonome, en sens où elle a un objectif qui lui a été donné au départ. Vous avez vu peut-être qu'il y a eu ces derniers temps un certain nombre d'inquiétudes qui ont été lancées. Des grands acteurs de l'Internet vous ont expliqué que l'intelligence artificielle était très dangereuse. Alors, je n'ai pas le temps de le démontrer ici, mais les arguments qui sont allégués pour justifier ces craintes ne sont absolument pas fondés au plan scientifique. Les deux personnes qui ont eu le prix Nobel, l'une des deux, Geoffroy Hinton, a signé beaucoup de déclarations extrêmement inquiètes. Et je crois que tout prix Nobel qu'il soit, c'est un très grand scientifique, mais ces craintes, lorsqu'on les examine de près, elles ne sont pas fondées. Et ça, je peux l'assurer. C'est-à-dire que les arguments qu'il a allégués là-dessus ne sont pas du tout dignes, à mon sens, de grands scientifiques. Donc je crois que là, il y a vraiment des questions à poser. Mais sinon, donc, sur cette décision automatisée, autant les machines peuvent aider, parce qu'elles prennent en compte un nombre considérable de données, autant cette aide des machines, il faut qu'elle puisse être assumée. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait toujours un homme qui soit responsable et qui assume la décision. Et pour pouvoir être aidé par la machine, il faut que l'homme puisse comprendre les éléments qui ont été pris en compte par la machine. Et c'est ce qui fait qu'il est absolument nécessaire d'avoir ce qu'on appelle des explications. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut savoir, sur chaque cas particulier, quels sont les éléments qui ont été pris en considération pour conduire à telle conclusion. Donc ça, je crois que c'est essentiel, sinon on a affaire à des oracles. Et il faut se fier tout simplement aux oracles. Deuxième chose, bien sûr, il faut que cette décision, ce soit une décision libre, c'est-à-dire qu'il y ait un homme qui soit responsable, mais qui soit pleinement responsable. Et un danger, c'est qu'aujourd'hui, une personne dans une charge importante, dans une fonction importante, soit censée prendre une décision conforme à la machine. C'est-à-dire que la machinerie sociale lui importe de se conformer à ce que demande la machine. Alors je crois qu'il faut conserver vraiment la liberté à tous les étages, et c'est pour ça aussi d'ailleurs que les notions d'explication sont importantes, mais je crois que là, on a des enjeux qui sont extrêmement importants. Alors je voudrais maintenant parler d'autres questions d'éthique qui me semblent essentielles. Lorsque on utilise l'intelligence artificielle dans la sphère publique. Alors, la question de surveillance suscite énormément d'inquiétudes. Et en particulier, la communauté européenne a beaucoup agité le chiffon rouge, si je puis m'exprimer ainsi, de la Chine. Et effectivement, je suis allé en Chine dernièrement, et vous avez une surveillance permanente. Mais je crois que l'utilisation de l'intelligence artificielle, pour un certain nombre de tâches de surveillance, peut aussi être bénéfique. Toute la question, c'est de savoir comment est-ce qu'on pose les problèmes et comment arriver à convaincre nos concitoyens qu'il y a certains usages de l'intelligence artificielle qui sont potentiellement bénéfiques pour assurer la surveillance, mais que tous les usages ne sont peut-être pas bénéfiques. Ça, je crois que c'est une question ouverte. Il faut savoir quelles sont les questions qui se posent. Par exemple, dans la surveillance des parkings, l'intelligence artificielle peut jouer, à mon sens, un rôle très positif, étudier les comportements et sonner l'alarme lorsqu'il y a un comportement qui manifestement pose problème, ça me semble extrêmement utile. Il y a d'autres utilisations, bien sûr, qui sont beaucoup plus désagréables de l'utilisation de l'intelligence artificielle pour la surveillance. Donc ça, c'est un point, je crois, qui est important, sur lequel il n'y a pas de réponse. Ce qui est, je crois, essentiel, c'est de bien comprendre qu'il n'y a pas de réponse automatique, mais qu'il y a une réflexion à poser. Autre chose qui est extrêmement importante avec les outils d'intelligence artificielle, c'est tout ce qu'on appelle les hallucinations. Alors le mot est très mal choisi, puisque les machines, n'ont pas d'hallucination, elles n'ont pas de perception, mais il y a des erreurs, et ces erreurs, il faut arriver à savoir qu'elles existent, et donc prendre en considération la possibilité d'erreur dans l'utilisation des machines. Ça me semble vraiment extrêmement importante. La question des fausses informations, ce qu'on appelle les infox, ou ce qu'on appelle en anglais les deepfakes, en français, je crois que les amis canadiens ont trouvé un mot qui est les hypertrucages, le fait qu'on va fabriquer
des images qui ressemblent à des photographies, qui ressemblent à des vidéos, et qui sont diffusées de façon sélective sur un segment de la population, et qui peuvent avoir des effets extrêmement délétères, parce que ça peut mettre en cause, discréditer une personne à un moment clé, hein, par exemple au moment d'une élection. Et je crois que là-dessus, il faut pouvoir avoir des outils qui aident à faire jour là-dessus, mais c'est extrêmement difficile parce qu'on n'a pas du tout de solution, hein, pour cela. Il y a les questions, bien sûr, des données personnelles, hein, mais ça, je crois que c'est un problème qui a été énormément soulevé, avec peut-être un excès de crainte sur les données personnelles. On a une grande, surtout en France, hein, on a une législation ancienne, puisque ça date de la CNIL, hein, et la CNIL est très ancienne, hein, mais l'époque où la CNIL a été créée, à mon sens, est très différente de l'époque d'aujourd'hui. Et donc aujourd'hui, il y a le RGPD, le règlement européen sur la protection des données, mais c'est vrai que ça peut avoir aussi, hein, des effets un tout petit peu limitatifs. Hein. Je crois que vous l'avez évoqué, hein, dans le secteur de la pensée. Puis un dernier point que je voulais évoquer ici, qui me semble extrêmement important, qui est lié à la question politique, hein, qui est le problème de la souveraineté. Hein. Il s'agit, hein, au sens de la philosophie politique, hein, du concept de philosophie politique, hein, c'est s'assurer que on conserve bien dans un État, hein, la souveraineté de la nation. Hein. C'est-à-dire qu'en France, c'est le peuple qui est souverain, hein, à travers ses élites. Or, le risque, et c'est peut-être, enfin, j'ai entendu tout à l'heure quelque chose qui m'a un peu embêté, on a parlé de la souveraineté de l'intelligence artificielle. La souveraineté, au sens étymologique, c'est ce qui est au-dessus. Et donc, il ne faudrait surtout pas qu'il y ait une souveraineté de l'intelligence artificielle, parce que ça voudrait dire que l'intelligence artificielle est au-dessus de tout le monde. Hein, de même, hein, il y a un certain temps, quelqu'un que j'aime beaucoup, hein, Pierre Bélanger, avait écrit un livre sur la souveraineté numérique. Et c'était très ambivalent, parce que ça peut être la souveraineté du numérique. Hein, et ça veut dire, entre autres, que les acteurs du numérique ont une importance déterminante. Or, c'est exactement l'inverse. Il faut conserver notre souveraineté dans un monde où le numérique et les acteurs qui sont derrière l'intelligence artificielle prennent une part absolument déterminante. Et je crois que c'est vraiment un enjeu, surtout pour vous ici, hein, qui est vraiment majeur. Comment faire, voilà, pour pouvoir continuer à... Ça pose une question, si vous permettez, tout cela, parce que vous nous dites, en gros, est-ce qu'il faut arrêter les évolutions technologiques, puisqu'on a un retard, que ce soit sur l'éthique, la morale, le droit même. Est-ce que vous positionnez comme quelqu'un qui dirait qu'il faut un moratoire sur l'évolution technologique, le temps qu'on arrive à mesurer les conséquences qu'implique tout cela, puisque la technologie allant très vite, ou est-ce que vous dites non, de toute manière, on s'adaptera, il n'y a pas de crainte à avoir, parce que vous n'êtes pas particulièrement alarmiste de ce que je comprends. Donc, est-ce que vous pensez malgré tout que la vitesse de la technologie va pas très rapidement dépasser notre capacité à, je dirais, à englober moralement le phénomène? Alors, première chose, je ne pense pas qu'on arrête la technologie. Ce n'est pas nous, dans un pays aujourd'hui de taille moyenne, hein, qui pouvons stopper la course de la technologie. Donc, il faut être réaliste. Et d'autre part, souvent on dit il faut réglementer. C'est-à-dire que je pense qu'il faut être attentif, il faut être vigilant, il faut prendre des mesures. Mais en même temps, lorsqu'on regarde les réglementations européennes, elles posent beaucoup de problèmes, parce qu'elles sont fondées sur la notion de risque, c'est-à-dire d'anticipation du danger. Et toute la difficulté avec les technologies, c'est que leur évolution nous surprend. Et donc je crois qu'il faut être extrêmement attentif, et être très vigilant, et prendre des mesures lorsqu'on voit qu'il y a effectivement des enjeux extrêmement important pour les libertés publiques et éventuellement aussi dans la société. Mais je crois qu'on n'arrête pas, hein, ça c'est bien clair, on n'arrête pas l'intelligence artificielle. Et l'éthique, hein, il faut bien comprendre que c'est aussi regarder les choses telles qu'elles sont, dans le présent. Ce n'est pas un avenir fantasmé. Il y avait, je vais terminer par cela, un grand philosophe dont vous avez tous entendu parler, Jacques Derrida, en 1994, c'est-à-dire 5 ans après la chute du mur de Berlin, il a été invité à la Sorbonne à parler avec Alain Minc sur le monde qui vient. Alain Minc a fait un merveilleux exposé de prospective, et Jacques Derrida a dit, je suis beaucoup moins bon qu'Alain Minc sur la prospective, mais en revanche, il nous a parlé en philosophe. Il nous a dit,
ce qui vient, c'est celui qui vient, c'est être capable d'accueillir le futur tel qu'il arrive. Et c'est, je crois, exactement ce qu'il faut faire. Et il conclut en disant, le futur est imprévisible. Il rapproche, il dit, ce qui est imprévisible, vous savez qu'il y a une théorie mathématique du chaos, c'est la théorie de l'imprévisible. Et il dit, c'est la forme de tout avenir comme tel. Et il conclut, il rapproche chaos, avec une étymologie fantaisiste de keino en grec, bouche bée comme ça. Il dit justement, l'éthique, c'est de ne pas rester mutique face à ce qui vient. Merci beaucoup Jean-Gabriel Ganachia. Et bien, on essaie justement de ne pas rester bouche bée, nous, on essaie d'éclairer. Alors, je vais passer à vous, Frédéric Lefray, vous êtes président de l'agence Immersive Talent, mais vous avez aussi créé l'Observatoire de l'intelligence artificielle dans les collectivités locales. Donc, j'imagine que vous avez déjà vu certaines expériences menées à bien et que toutes ces questions qui viennent d'être évoquées, politiques, éthiques, forcément, elles sont prises en compte dans les expériences que vous avez pu sonder. Alors, je ne sais pas si elles sont prises toujours en compte dans tout ce qui a été dit, mais toujours est-il aujourd'hui que l'IA, il faut considérer que c'est un outil, certes fantastique, mais ça ne reste qu'un outil, et en aucun cas, ça doit être une finalité. Et c'est pour ça que tout à l'heure, quelqu'un le soulignait, il faut que ça soit au service de la stratégie ou de la décision politique de l'élu. Ce qui est important de comprendre, et c'est pour ça qu'on le voit dans l'observatoire et ce qui est fait sur le terrain et auprès des collectivités qu'on accompagne, c'est que ça va permettre d'augmenter vos compétences. Voilà. Donc déjà, ce n'est pas là pour remplacer l'humain. Au contraire, c'est pour lui permettre d'avoir des compétences augmentées. Et ce qui va être intéressant à voir dans les quelques mois, les quelques années qui arrivent, une fois qu'on aura implanté des stratégies d'IA et des feuilles de route IA dans les collectivités, c'est de voir quels vont être les impacts sur les compétences. Et il va falloir aussi que dans le renouvellement des agents, il va falloir se poser la question des nouvelles compétences. Si demain, on fait des cartographies, par exemple, de compétences impactées, si j'ai la moitié de mes compétences qui peuvent être automatisées d'ici 1 an, est-ce qu'il faut absolument que je prenne quelqu'un qui a 100% de ses compétences? Ou est-ce qu'il ne faut pas que je le recrute avec de nouvelles compétences qui permettront d'aller sur différents secteurs? Sur le terrain, ce qu'on voit dans un premier temps, alors c'est plutôt des grosses collectivités qui ont mis ça en place, et ce qui est vraiment intéressant, c'est un débat avec les citoyens sur qu'est-ce qu'on fait de l'IA, pourquoi on fait de l'IA, pourquoi on le fait avec les habitants et pourquoi on le fait avec les collaborateurs. Donc ça, vous avez plusieurs initiatives qui ont été à Montpellier, à Rennes et à Nantes. Certaines sont en cours d'actualisation. Mais c'est vraiment intéressant de discuter à quoi ça va servir concrètement. C'est un outil, donc il faut surtout démystifier, j'allais dire, cette révolution qui en est une, mais qui n'est qu'un outil. Donc ça, c'est important. Ensuite, quand on travaille là-dessus, et notamment quand on met en place des feuilles de route, pour moi, la pierre angulaire, c'est la charte d'utilisation. Ça veut dire que je déconseille d'avancer sur plein d'IA sans avoir une charte d'utilisation. C'est quoi? C'est simple, c'est un guide d'utilisation et d'usage de l'IA au sein de la collectivité. Pour les agents, mais aussi qu'est-ce qu'on va faire auprès des administrés. Donc ça, c'est important d'avoir une charte, et que dans cette charte, vous devez avoir un principe qui doit être au-delà de tout, qui est rien ne doit sortir géré ou généré par l'IA sans validation humaine. Alors a priori, on peut se dire c'est évident, mais c'est mieux de le marquer, c'est mieux de le faire. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il va falloir aussi trouver une chaîne de responsabilité. C'est comme on l'a dit tout à l'heure, vous êtes un agent conversationnel. Donc un agent conversationnel, c'est une IA, un chatbot amélioré, où vous allez poser les questions et il va répondre en fonction d'un corpus de réponses qu'on lui a fait travailler. Et ce qui va être intéressant, c'est qu'il va faire des réponses. Et l'IA, c'est que de la probabilité. Donc ça veut dire que par moment, comme il ne va pas savoir, il va inventer une réponse qui ressemble le plus possible à la réalité. Si cette réponse a une incidence, et je pense que Maître tout à l'heure vous avez été là-dessus, mais si une réponse a une incidence, qu'est-ce qu'on fait? C'est à qui la faute? Alors, le truc de dire à tout le monde oui, c'est la faute à l'IA, c'est ce qu'on avait connu dans les années 90, c'est la faute à l'informatique, c'est pour ça que ça ne marche pas, c'est que des outils. Donc, absolument une validation humaine. Autre point qui, pour moi, est majeur, et c'est pour ça qu'on travaille, en tout cas, on accompagne les collectivités là-dessus, bien évidemment, c'est la politique de transparence. À quel moment? Alors, l'AI Act, qui est donc le règlement européen, qui a été promulgué en avril et qui va rentrer à partir de 2025, 2026, etc. On nous le dira tout à l'heure de façon plus précise, mais toujours est-il que l'AI Act recommande très fortement des politiques de transparence. Dans certains cas, elle l'oblige. Pourquoi? Parce qu'il faut que la personne qui soit en face soit au courant
par exemple, dans un chatbot, que c'est une IA qui me répond. Donc ça veut dire qu'il faut le dire avant. Mais si je le dis sans faire de pédagogie auprès des administrés vont me dire, mais donc c'est ça la mairie de demain? Ça veut dire que demain, je parlerai qu'un outil. Super. Les gens comprendront qu'à partir du moment où vous aurez fait de la pédagogie en amont pour expliquer pourquoi on a mis ça en place. Parce qu'en dehors des heures de travail, vous allez pouvoir interroger la mairie. Mais à tous les moments, vous pourrez avoir aussi la possibilité de prendre un rendez-vous, etc. Donc, il faut expliquer. Ça, c'est important. On ne peut pas tout de suite aller dire aux gens, je fais de l'IA, je ne vous dis pas ce que c'est, vous êtes avec l'IA, parce que forcément, vous avez beaucoup de gens qui vont se braquer et qui vont là-dessus. Donc, c'est important d'avoir une politique de transparence. Alors, notamment, on a une collectivité qui était une collectivité au niveau des domaines skiables, qui a fait dans le métro une affiche qui a été générée avec de l'IA. Et là, ils ont trouvé une phrase. Alors, je ne sais pas si c'est l'IA qui leur a trouvé la phrase ou si c'est le directeur artistique de l'agence qui l'a trouvée, mais j'adore cette... Alors, ça a été généré par l'IA, mais sublimé par l'être humain. Voilà. Et donc, ça, c'est important, la transparence. Alors, je suis sûr que dans 4-5 ans, vous écrirez peut-être « réalisé sans IA », parce que tout le monde sera habitué que ce soit de l'IA, donc il n'y aura plus besoin de le dire. Aujourd'hui, il faut le dire. Donc, si je fais une affiche, alors dans les industries créatives ou d'autres, jusqu'où, ça veut dire dans votre charte, vous allez décider jusqu'où je mets le curseur de transparence. À quel moment je dis, par exemple, on parlait tout à l'heure, Madame la sénatrice, des caisses d'école, où si j'envoie un courrier entièrement généré par IA et je l'ai validé humainement, est-ce que je le dis ou pas? C'est une question. C'est justement les débats citoyens qui sont faits aujourd'hui en cours, c'est vraiment la question de savoir à quel moment je le dis ou je ne le dis pas. Mais avec la pédagogie qui va avec, bien évidemment. Alors, quand après on rentre dans les sujets, j'allais dire, les plus précis, il y a quelque chose qui est important, c'est que moi je définis les IA en 3 thèmes. Il y a l'IA qui va vous servir à chercher de l'information. Alors là, c'est génial. Vous avez un volume d'infos, ça va le chercher au niveau du sens et pas forcément au niveau de la sémantique. Donc c'est là qu'on a une vraie plus-value. Après, on a l'IA qui travaille pour vous, c'est-à-dire qui va faire des choses que vous allez lui demander. Et après, vous avez l'IA qui travaille avec vous. Donc l'IA qui travaille avec vous, c'est très intéressant, ça va vous aider, donc vous allez avoir vos compétences augmentées. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, tout va dépendre des datas. Donc, une des premières règles quand on fait de l'IA, c'est d'avoir des datas structurées, donc d'avoir des données qui soient bien structurées pour que la réponse de l'intelligence artificielle soit la plus qualitative possible. Alors, je donne toujours cet exemple-là parce qu'il est très, très marrant et on l'a vu dans une collectivité. Alors, sur la théorie, vous allez voir, c'est génial. Les gens nous disent « Ah oui, moi, je suis l'assistante du directeur des services, je dois organiser une réunion, ça prend 1 heure. » Parce que j'envoie des mails, on me dit « Ah ben non, moi le 21, je peux pas, mais je peux à 10h. » Donc voilà, donc on fait des échanges, ça prend du temps. Et là, vous dites « Ah, fantastique, il y a l'IA. » Donc qu'est-ce qu'on va faire? L'IA va aller chercher sur les agendas partagés la case commune. Ça veut dire qu'en 1 seconde, j'ai ma réunion. Ça, c'est la théorie de l'IA. Et là, vous dites « C'est super. » Et là, vous avez des gens qui lèvent la main et disent « Oui, mais moi, il n'est pas à jour le calendrier sur ce que j'ai fait, parce qu'en fin de compte, je préfère mon calendrier à moi, il est mieux. » Et là, vous dites, bon, déjà, ça va être compliqué. Et après, autre point qui arrive souvent, c'est « Ah oui, mais moi, mon calendrier, il est papier. Donc, j'y vais jamais sur l'autre. » Donc, en fin de compte, vous dites « Mais c'est pas possible. » Donc, ce qui veut dire que si, au départ, on n'a pas des datas qui sont structurées, on va avoir de vraies problématiques. Et beaucoup de collectivités ont des schémas directeurs de data, donc ça va. Mais quand vous avez des datas, ou alors, le truc, je pense que vous allez voir que c'est du vécu, en tout cas dans les collectivités et les entreprises aussi, ne vous inquiétez pas, où vous avez des super logiciels, tout le monde l'utilise, et puis il y a quelqu'un qui vous dit, quand on fait des entretiens pour mettre en place l'IA, oui, mais en fin de compte, moi je me suis fait un Excel à moi, parce que le truc il ne va pas assez bien, donc je me suis fait mon petit Excel. Bah ouais, mais là l'IA, si elle peut pas être connectée à l'Excel, ça va être compliqué. Donc quid de la mise à jour des informations et tout. Donc ça c'est la première chose. Donc ces agents conversationnels ont une importance, parce que vous allez leur demander, alors oui, la petite nouveauté française depuis septembre, ça vous a peut-être entendu parler du prompt. Donc le prompt, c'est on va donner une commande à l'IA. Nos amis québécois qui défendent la langue française, eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont appelé ça une requête. Donc on dit requêter, ce qui est très bien. Mais non, l'Académie a décidé début septembre de trouver une définition. Donc maintenant, vous ne pouvez plus dire prompt, il faut dire instruction générative. Voilà. Donc nous faisons des instructions génératives pour être conformes avec l'Académie. Alors on va donner des exemples, on l'a dit tout à l'heure, ça peut être
la rédaction de courriers, d'arrêtés municipaux. Ça peut être aussi, comme la dernière fois, vous prenez un schéma régional d'aménagement de l'Île-de-France, vous avez des vocations à vouloir des subventions, vous demandez au regard des 296 pages et des critères qui sont mis, est-ce que ça peut, est-ce que mes 4 actions peuvent être subventionnées? Donc on a fait le test, en 7 secondes 10 dixièmes, 99% des réponses étaient valables. Donc ça, c'est très important. On l'a dit tout à l'heure sur la fiabilité de l'information. Pour ça, validation humaine, il faut aller regarder. L'IA est capable, sur une source, de vous créer un lien Internet qui n'existe pas. Donc, si vous croyez bêtement que tout ce qui est proposé est bon, vous cliquez sur les liens et là, vous voyez, erreur 404, ce lien n'existe pas. Mais parfois, il existe. Donc, c'est pour ça que quand vous avez des agents conversationnels, faites attention à... Aujourd'hui, on a plein d'agents conversationnels sur Internet qui ne coûtent pas cher, vous les prenez, sauf que c'est des agents où la fiabilité est vraiment très mauvaise. Et qu'il faut faire, alors, ce qu'on appelle dans le jargon, et mon voisin connaît ça par cœur, tout ce qui va être le RAG et le fine-tuning, ça veut dire que c'est un travail humain. C'est un humain qui est derrière et qui va travailler votre base de données pour que la réponse comporte quasiment pas d'erreur. Et c'est ça qui est vraiment très intéressant. Et je pense que l'année prochaine, on changera peut-être, pas de civilisation, mais en tout cas de façon, c'est que vous avez peut-être vu qu'OpenAI a sorti, et d'autres le font maintenant, Meta, etc., a sorti la voix. Ça veut dire que vous êtes capable de parler sans latence, ça veut dire dans une conversation comme entre êtres humains. Pourquoi c'est intéressant? Parce que demain, dimanche, vous avez un décès. Vous voulez appeler la mairie. Le dimanche, la mairie est fermée. Eh bien, vous aurez le clone de quelqu'un qui vous sera annoncé avant, et vous pourrez directement poser des questions et avoir vos réponses avec un écran avec lequel vous allez dialoguer. Alors ça veut dire aussi que ça permet, on parlait tout à l'heure des personnes âgées, mais ça permet aussi à des gens qui ne savent pas taper sur un clavier. Il ne faut pas oublier que parmi nos administrés, on a beaucoup de gens qui ne savent pas servir d'un ordinateur. La voix, et on l'a parlé aussi, quelqu'un a parlé de la langue, la voix et la langue, vous permettent quoi? Vous permettent, tout simplement, je vais parler à l'agent dans une langue, l'agent aura un haut-parleur qui lui permettra de traduire et de pouvoir lui parler. Donc, ce qui veut dire qu'on n'a plus la barrière à l'entrée de la langue. Mais on n'aura pas la barrière non plus pour les personnes âgées qui pourront parler, parce qu'aujourd'hui, on se rend compte, et la SNCF a fait beaucoup d'études là-dessus, il y a beaucoup de personnes âgées qui sont perdues devant des automates pour prendre un billet SNCF. Alors quand vous avez l'habitude, vous dites c'est quand même pas compliqué, on prend le téléphone, mais non, quand vous avez 82 ans, devant être et qu'en plus vous êtes pressé parce que le train va bientôt partir, si vous voyez la queue avec les êtres humains, vous n'y arrivez pas. Et donc ça aussi, c'est quelque chose qui doit être fluidifié et c'est pour ça que l'IA pour moi n'est qu'un outil. Alors un autre exemple, évidemment, c'est l'automatisation de process. Alors imaginons on soit en 2026 ou peut-être fin 2025. Je dépose un permis de construire. Je commence à déposer tous mes dossiers et là, j'ai une IA qui m'analyse et qui me regarde déjà si je n'ai pas quelque chose d'excluant par rapport au PLU. On gagne du temps. Pourquoi demain, on n'aura pas? À partir du moment où on a une règle, l'IA est binaire. Donc, aujourd'hui, les dernières études disent qu'à peu près entre 14 et 20% des réponses que vous recevez dans vos collectivités aux appels d'offres qui sont générés et évalués par IA. Voilà, ça veut dire que vous recevez des réponses, ce qui veut dire qu'à terme, tout va être standardisé. Et qui fera la différence? L'être humain. Tout simplement, on en revient toujours à l'être humain, parce que c'est lui qui fera la petite différence pour que votre projet soit retenu. Mais on a aussi des collectivités, et c'est là j'en venais, qui utilisent l'IA pour rédiger des appels d'offres. On rédige des arrêtés municipaux, on rédige des appels d'offres, on reçoit, on lit. Et d'ailleurs, l'Union européenne a découvert il y a 6 mois qu'ils avaient une augmentation de demandes de subventions depuis que l'IA est arrivée. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens, c'est plus simple de remplir là-dessus. Alors il y a un aspect aussi qu'on parle peu. Alors on va parler d'un aspect financier, parce que c'est quand même important, et un autre aspect qui est quand même très important, qui s'appelle l'impact environnemental. On n'en parle pas, mais il y a un impact environnemental. Un prompt, c'est, alors on va dire, une instruction générative, c'est 4,02 grammes. Donc, dans la charte d'utilisation, il faut mettre une pratique responsable. Parce que quand vous faites de l'acculturation, on fait beaucoup d'acculturation avant de faire des chartes, etc., il faut que les gens comprennent le potentiel. Ce qui est intéressant dans l'acculturation, c'est qu'au début, les gens, l'IA, machin, bidule. À la fin, ils sont tous fans. Sauf qu'après, ils passent leur temps à prompter.
Et pour tout et n'importe quoi. Hein. Les vacances, je vais m'organiser un voyage, machin, etc. Et c'est là qu'il faut leur dire, attendez, il y a 2 incidences. Première incidence, l'impact environnemental. Et deuxième incidence, quand vous êtes avec un agent conversationnel, c'est ce qui se passe quand vous les installez. Tout le monde pose des questions. Puis il y a toujours des malins qui disent, on va poser des mauvaises questions pour voir comment il répond. Est-ce que le maire est débile? Comme ça, on va voir exactement comment c'est. Le problème, c'est que vous consommez du token. Et le token, ça a un coût. Le token, c'est à peu près 0,75 mots, pardon. Et le token a un coût. Et généralement, vous avez quelqu'un dans vos services qui s'appelle le directeur financier qui va vous dire c'est quoi la facture là qu'on a? Tout simplement parce que quand vous allez utiliser des agents conversationnels, il faut savoir qu'on utilise une quinzaine d'IA. Et il faut paramétrer l'IA, et c'est pour ça qu'on a besoin de l'humain, pour paramétrer l'IA, pour dire là, je vais aller chercher un chiffre. Est-ce que j'ai besoin de prendre ChatGPT 4o juste pour avoir un chiffre? Je vais prendre le plus petit ChatGPT Turbo, ça me suffira. Parce qu'il est 80 fois plus cher. Par contre, si c'est très complexe, dans la question, je vais aller chercher une IA plus chère. Mais c'est pour ça que la consommation de tokens est quelque chose d'important. Et quand on parle de l'IA, il faut savoir qu'on a quand même un champion français, alors au-delà de Mistral, mais qui s'appelle Hugging Face, qui est une plateforme où vous pouvez aller tester, découvrir de toutes les IA. Aujourd'hui, il y a 1,2 million d'IA. Donc on n'est pas sur un ChatGPT 1, on a 1,2 million d'IA. Et on considère, bon an, qu'il y a à peu près 200 applications d'IA qui sortent chaque jour dans le monde. Et donc, vous allez être inondé demain, après-demain, de gens qui vont vous dire, pour la voirie, j'ai une IA dédiée, pour ceci, j'ai une IA dédiée, etc., etc. Ce qui est très bien. Mais ce qui veut dire qu'en amont, il faut vraiment vous donner un guide d'usage, il faut regarder la pertinence. Et nous, ce qu'on fait généralement, c'est qu'on audite et on dit, à la fin, combien ça coûte, quel est le temps d'implication, etc. Pourquoi? Parce que vous n'allez pas vous lancer dans 25 procédures d'IA à la fois, parce que le chantier d'IA, ça fait beaucoup à gérer. Et au-delà de ça, de voir est-ce que le jeu en vaut la chandelle. La dernière fois, c'était assez marrant parce qu'ils ont demandé une IA, on leur fait voir l'IA, etc. Ils disent, ah, c'est super, etc. Mais par contre, il faut relire parce qu'il y a beaucoup d'erreurs. Et là, évidemment, l'être humain lève la main, il y en a un qui dit, oui, mais c'est plus rapide si je le lis direct. Bah oui, évidemment. Donc dans ce cas-là, est-ce que ça vaut le coup de mettre l'IA? C'est-à-dire qu'il faut, voilà, je ne suis pas IA maniaque, j'adore l'IA, je trouve ça fabuleux, mais pour autant, je ne suis pas IA maniaque et il faut bien se poser la question, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce qu'il y a un retour sur investissement? Si oui, et sinon, et bien expliquer, et je terminerai mon propos là-dessus, bien acculturer les agents, bien acculturer les élus aussi, et évidemment les directeurs d'administration, et surtout dans cette acculturation, ce dont on a besoin, c'est bien leur expliquer qu'ils auront des compétences augmentées. Je vais vous donner un exemple pour vous dire que quand on est nul, on reste nul. Moi, je ne suis pas ingénieur. Moi, mon job, c'est l'usage et de mettre de l'IA au cœur des pratiques professionnelles. Ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qu'on fait de l'outil. Après, il y a des gens très bons et meilleurs que moi, évidemment, pour ce qu'il y a sous le capot. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'on fait. Et alors, on va prendre l'Excel. Alors, comme, vu mon âge, moi, l'Excel, je n'ai pas eu beaucoup de cours, donc j'ai appris tout seul. Donc, je vais utiliser 5% de l'Excel. Une fois que vous avez fait ça, je peux lui demander à l'IA un tableau croisé dynamique. Ah, il va me le faire. Par contre, je suis incapable d'aller vérifier si c'est vrai. Donc, si je le prends sans filet et je vais voir un client et je lui mets un tableau croisé qui me dit il y a un souci dans vos colonnes, ça ne peut pas faire ça. Ça veut bien dire que c'est que des compétences augmentées et l'humain est toujours là. Merci beaucoup Frédéric Lefebvre de ces enseignements. Alors peut-être qu'il y a des IA sceptiques dans la salle, je ne sais pas, des IA maniaques ou des IA sceptiques. En tout cas, la parole est à vous si vous avez des questions, des interrogations, avant qu'on passe à la deuxième partie, plus juridique et technique. Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont interpellé ou est-ce que vous avez peut-être aussi des remarques, des témoignages? Alors on doit avoir des micros dans la salle. Hop. Voilà, des remarques ou des témoignages, il faut appuyer sur le petit bouton vert. Ça marche peut-être là? Ah oui, ça marche. Ça marche. Ah ben c'est parfait, on n'a pas besoin. Allez, bonjour à tous, je m'appelle Claire Cochetier, j'appartiens au groupe Kaufmann et Broad. Je travaille sur la filiale aménagement qui s'appelle Aménagement et Territoire. Et je le dis de façon utile parce qu'en fait, nous, on a des utilisateurs qui aujourd'hui conçoivent, développent, construisent des data centers et ils nous parlent de l'importance en fait de la gestion des données et aussi des besoins d'aujourd'hui et pour demain qui sont corroborés avec l'utilisation de l'intelligence artificielle. Dans les data centers qu'on imagine, la puissance aujourd'hui qui est demandée, elle est de 200 à 300 mégawatts. Alors pour que ça parle à tout le monde, c'est l'équivalent d'un quart de ce que produit une centrale nucléaire. Aujourd'hui, il n'y a plus de puissance électrique
pour couvrir les besoins actuels. Donc on ne sait pas comment on va faire pour demain, alors même qu'on utilise tous nos smartphones, on consomme tous sur nos téléphones, et donc tout ça génère toujours plus de puissance. Et je vous parle encore même pas d'IA, parce qu'en fait, là, on est avec des sachants qui l'utilisent très bien. Nous, on balbutie encore. J'espère que demain, on saura un peu plus l'utiliser. Mais ça veut dire que si on s'y met tous, enfin, qu'est-ce qu'il advient de nos territoires ? Et je crois que le sujet, c'est comment l'intelligence artificielle peut-elle être au service des collectivités territoriales, alors même qu'elle est néfaste pour notre environnement aujourd'hui. Donc, est-ce que, en fait, les collectivités territoriales n'ont pas aujourd'hui le devoir d'encadrer pour qu'on ait des outils qui soient non pas néfastes, même pas favorables, mais qui soient à zéro, si vous voulez, sur la détérioration de notre environnement. D'accord. Donc là, peut-être Yves Nicolas, vous êtes directeur du programme IA chez Sopra-Steria, vous avez peut-être quelques pistes à apporter devant ce constat effectivement un peu inquiétant peut-être. Ouais, c'est très intéressant parce que c'est quelque chose que je voulais aborder dans mon intervention. Vous avez cité tout à l'heure quelque chose qui en fait parle pas à grand-chose, qui est le nombre de grammes de CO2 que vous avez une recherche sur ChatGPT. Je trouve que votre approche est bien meilleure. Il faut voir aujourd'hui que l'IA générative en particulier, c'est un impact environnemental colossal. C'est-à-dire que si on fait de l'IA générative pour tout, on est dans une logique où, tel ce qu'on voit maintenant, on est sur la consommation électrique en 2028, équivalent à celle d'un pays comme l'Allemagne ou la Norvège. On est sur une consommation d'eau en 2028 qui est équivalente à celle d'un pays comme la France. Alors, je sais bien qu'en ce moment, avec le temps qu'on a en France et en Europe, l'eau, ça paraît, on en a peut-être un petit peu trop. En vrai, sortons un peu notre nombril de la France. On sait très bien qu'il y a des zones où il y a des problèmes hydriques assez colossaux. Et vous avez souligné quelque chose qui est fondamental, qui est, ça demande beaucoup d'énergie. Ça demande beaucoup d'énergie pour construire les data centers, et que même au-delà de la consommation elle-même, je ne parle même pas des histoires de gaz à effet de serre, etc., c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas la capacité de construire assez vite, y compris si on prend de l'énergie nucléaire décarbonée, ce n'est pas le sujet, on ne peut pas y arriver. Et donc, il commence à y avoir des endroits où il y a des problématiques de compétition, finalement, dans l'accès à la ressource énergétique entre les data centers et les populations humaines. Et c'est pour ça, alors on peut avoir une approche... On peut avoir une approche là-dessus qui est assez simple, qui peut être celle d'Eric Schmidt. Il a dit ça il y a quelques jours. Eric Schmidt, président d'Alphabet, enfin la maison mère de Google, qui a dit, en gros, de toute façon, les engagements climat, c'est foutu, on n'y arrivera jamais. Donc, on a intérêt à mettre le maximum sur l'IA parce que c'est en gros la seule chose qui peut nous sauver. Enfin, je schématise à peine ces propos. Allez regarder, c'est vraiment assez violent. Si on parlait de technosolutionnisme tout à l'heure, on est à plein là-dedans. Et en fait, c'est pas du tout l'approche qu'on a. Alors là, pour le coup, c'est comme je vous le disais, moi je voulais aborder 3 grands enjeux techniques. J'en aborderai plus que 2 tout à l'heure parce que c'est un des enjeux que je voulais voir. Nous, on a une approche qui est extrêmement différente, qui est, comme c'est un outil qui est très utile pour certaines choses, c'est quelque chose sur lequel il faut juste l'utiliser à bon escient et à quel endroit. Et alors, on travaille. Il y a 2 endroits il y a 2 axes de travail qui sont pour nous fondamentaux au niveau technologique là-dessus. Il y a un premier axe qui est aujourd'hui comment est-ce qu'on minimise l'impact de ce qui existe en termes de technologie. Donc on travaille sur des sujets, ce qu'il y a derrière ChatGPT, on appelle ça les large language models. Donc maintenant nous on travaille sur des small language models, on travaille aussi beaucoup sur c'est quoi la mesure précise de l'impact d'une IA. On a fait dans la suite d'ailleurs de travaux qu'on a menés l'année dernière sur le numérique en général, enfin les années précédentes sur le numérique en général avec le ministère de la Transition écologique, dans un projet qui s'appelle Econum, on a poursuivi ces travaux pour avoir aujourd'hui, nous, des moteurs de comment est-ce qu'on sait prédire à l'avance quelle va être la consommation d'un projet en intelligence artificielle prédictive ou générative. Prédictive, c'est ce qu'on savait faire avant ChatGPT. Et puis, on continue à travailler. On le fait d'ailleurs en travaillant beaucoup en open source. On le fait pas simple. Là, pour le coup, c'est gratuit. C'est de l'investissement qu'on fait là-dessus pour travailler dans l'écosystème sur comment est-ce qu'on mesure ça. Et ça, c'est une première étape parce que notre sujet, c'est l'étape d'après. C'est ce que j'appelle le ROI d'impact. C'est-à-dire parce que c'est quand même vrai qu'il y a des sujets sur lesquels l'IA en général et l'IA générative est exceptionnelle. On prenait le domaine scientifique.
Aujourd'hui, les gains que permet de faire les projets d'IA générative, le gain de temps sur la recherche de nouveaux médicaments et de nouveaux molécules, c'est juste indispensable, y compris dans des contextes où on sait qu'il y a de plus en plus d'infections qui sont résistantes aux antibiotiques, etc. Et donc, il y a ce côté de pouvoir accélérer la fabrication de nouveaux médicaments, il est absolument indispensable. Et donc, il faut prendre le cas d'usage dans son ensemble, c'est ça qu'on vise, hein, et c'est ça on essaie d'appeler ça le ROI d'impact, c'est-à-dire au même titre du retour sur investissement financier, de pouvoir mesurer le ROI global de l'impact et de ne travailler dans des IA que sur des sujets sur lesquels le ROI d'impact va être positif. Je donne un exemple très concret, sans aller jusqu'aux médicaments, et c'est assez évident. Quand on met par exemple de l'IA pour faire voler automatiquement des énormes kitesurf au-dessus d'un porte-container, ça permet de réduire énormément la consommation d'un bateau sur les mers. Et on voit bien globalement, du coup, il y a un ROI d'impact positif puisqu'on fait baisser la consommation du bateau. Ça peut être un exemple. Quand à côté, effectivement, on utilise tous les jours des tokens pour faire des super vidéos mid-journey dans une présentation qui pourrait s'en passer, c'est pas sujet. Ou plus largement, ça c'est très personnel. Enfin, je veux dire, le cas que je donne, c'est le cas un peu de Monsieur Tout-le-Monde. Mais au-delà de ça, même en termes d'organisation, utiliser une IA pour optimiser absolument je sais pas, du marketing de commandes de menus sur toute une semaine par rapport aux différentes volontés des uns et des autres, non, on va juste plus pouvoir se le permettre. Donc c'est important de travailler dans ces sujets-là et que tout le monde en soit conscient. Merci beaucoup. Vous vouliez réagir, Jean-Gabriel, mais avant ça, vous disiez compétition entre les data centers et les populations en termes de ressources énergétiques. C'est un peu effrayant. Jean-Gabriel, on sera assez sage pour éviter ça ? Alors, je voulais préciser quand même ce qui a été dit, mais l'intelligence artificielle, comme je l'ai dit au début, c'est un spectre extrêmement large de technologies. Et il y en a qui sont extrêmement gourmandes, comme ces très grands modèles de langage ou les techniques qui génèrent des images, mais il y en a beaucoup d'autres qui, au contraire, sont extrêmement frugales. Et moi, je crois qu'il faut vraiment promouvoir ce type de technologie. Et ce type de technologie peuvent avoir des effets très bénéfiques pour l'environnement. Par exemple, ça peut permettre de faire de l'anticipation de consommation électrique et donc d'utiliser mieux les énergies douces dont on sait qu'on a du mal à les stocker. Et donc, il n'y a pas antinomie entre l'IA d'un côté et la protection de l'environnement de l'autre. En revanche, bien sûr, il faut être très méfiant vis-à-vis de ces usages. Et il y a des usages qui sont tout à fait pertinents, comme il a été dit, et d'autres usages qui sont vraiment problématiques. C'est-à-dire que si on utilisait aujourd'hui dans l'éducation de façon systématique les grands modèles de langage, ça aurait, je crois, d'abord un effet peut-être un peu désastreux pour la formation des élèves, qui n'apprendraient plus à écrire, mais en plus de ça, ce serait extrêmement coûteux pour le futur. Donc je crois que c'est vraiment ça qu'il faut avoir en tête. La deuxième chose, très, très rapidement, parce que vous avez évoqué ce que disent les grands acteurs de l'Internet, alors là, il faut se méfier. Il faut savoir que derrière eux, ils ont une vision très étonnante, ce qu'on appelle le long-termisme. C'est-à-dire qu'ils pensent que la planète, elle est fichue. Et donc, leur idée, c'est qu'il faut qu'il n'y ait pas trop de problèmes écologiques pour arriver à conquérir les autres planètes. C'est ça le projet d'Elon Musk. C'est totalement délirant. Mais il faut se méfier de ce genre de choses. C'est-à-dire que ce qu'il vise, c'est le bien de l'humanité dans des millions d'années pour les milliards d'êtres vivants qui vont naître. C'est ce qu'on appelle le long-termisme. Ça donne froid dans le dos. Et je crois qu'il faut vraiment se mobiliser. Donc, il faut écouter ce que nous disent des acteurs comme Eric Schmidt en sachant qu'est-ce qu'ils ont derrière la tête. Et c'est très inquiétant. D'accord. Restons les pieds sur terre alors. Frédéric Lefray. Oui, juste très court, pour répondre à votre question aussi, ce qui est important, c'est de regarder l'usage. Et moi, je recommande à tous ceux qui sont dans une collectivité ou dans une entreprise, allez voir votre DSI et demandez-lui combien de personnes sont connectées via le serveur de l'entreprise à OpenAI, à ChatGPT. Et vous allez voir, vous allez tous être surpris. Voilà, vous allez être tous surpris, en tout cas dans les collectivités. La plupart, quand on le demande, les gens disent non, moi, chez moi, ils sont très peu à utiliser ChatGPT. Et après, ils découvrent, ils disent, les parcs et jardins, ils utilisent ChatGPT. Voilà, donc ils découvrent tout. Et juste, j'ai oublié de vous dire tout à l'heure par rapport à ça, faites attention aussi quand, dans les collectivités, vous n'avez pas encore encadré, vous n'avez pas fait tout ça, et que tout le monde utilise l'IA
tant les IA ouvertes, c'est-à-dire les chats GPT, les Mistral, etc., que tout ce que vous mettez est open bar pour le monde entier. Donc vous devez anonymiser et vous faire attention de ne pas mettre trop de documents sensibles. Merci. Donc on a eu beaucoup plus de réponses que de questions pour l'instant. Alors peut-être malheureusement ça raccourcit, mais on va prendre peut-être encore une question aussi. Voilà, voilà, vous pouvez faire marcher le micro. Bonjour, Philippe Mordonnet, je suis ancien directeur de cabinet et aujourd'hui élu. Donc à entendre combien l'intelligence artificielle est formidable, je me dis, bon, pour mes anciens collègues directeurs de cabinet, les discours vont être faits directement. Je me demande même si les élus vont servir à les prononcer, puisque finalement, vous avez parlé de possibilité de se connecter à un écran. Donc finalement, l'élu va être remplacé par son hologramme, ça c'est déjà fait, vous me direz, pour prononcer des discours. Et donc, j'ai vraiment une question de fond sur le politique dans tout ça, quoi. C'est-à-dire, est-ce qu'il reste un rôle au politique ? Et ça me semble... Et pour l'anecdote aussi, est-ce que demain, au lieu de se retrouver pour faire un colloque, on se connectera et puis vous serez remplacé par des experts IA déshumanisés? Bien, alors peut-être Christine Lavarde, vous faites de la politique, donc vous posez peut-être ces questions vous aussi. Alors je vais déjà commencer. Vous voyez, là je suis venue, ma collaboratrice m'avait préparé des éléments. Si jamais vous lisez ce qu'elle m'avait préparé, ce que je vous ai dit, vous allez voir qu'il y a un décalage complet. Parce qu'en fait, en fonction de ce que je voyais comme interaction et de vos réactions, j'ai complété mon propos, je suis partie dans d'autres directions. Donc Et voilà, je me suis adaptée à mon auditoire et je pense que ça, aujourd'hui, l'intelligence artificielle n'est pas encore en capacité de le faire comme ça en temps réel puisque voilà, j'ai regardé ce qui semblait vous intéresser, ce sur quoi vous sembliez réagir et donc pour créer un peu d'interaction. Et il y a exactement un an, j'ai été invitée à intervenir devant le congrès de France Gaz sur un sujet hyper précis. Et je me souviens, le dimanche, je voyais une amie, je lui dis mais demain je fais ça, j'ai toujours pas commencé mon intervention, la question est très pointue. Elle me dit j'ai fait une formation en chat GPT, donne-moi ton truc, je vais te sortir ton intervention. Bon, je lui dis très bien, je lui envoie. Alors effectivement, 5 minutes après, elle m'envoie un document, mais je me dis mais c'est pas possible quoi. Enfin, en fait, je me vois pas du tout aller lire ça devant le congrès de France Gaz parce que n'importe qui, on aurait pris n'importe quel sénateur qui ne connaît rien au sujet du gaz, il aurait pu dire exactement les mêmes propos. Ça ne prend pas compte de ce que j'ai pu dire avant, de ma vision que j'ai du fonctionnement du marché de l'énergie. Donc non, en fait, je ne peux pas dire ça. Donc j'ai fini par passer 2-3 heures à faire moi-même mon intervention, parce qu'effectivement, le rôle aussi du politique, c'est prendre des orientations, alors après qui ne sont pas forcément partagées par tout le monde, mais au moins de créer après de la confrontation, du débat d'idées, pour ensuite aboutir à une solution, en tout cas telle que moi je le conçois, qui soit le barycentre ou l'intérêt, celle qui correspond le plus à l'intérêt général. Et ça, je ne suis pas certaine. Alors, soit je suis... Et donc, je vais dire, je me suis dit, à force de travailler avec la délégation à la prospective, il faut que je m'y mette, il faut que je me mette moi aussi à aller regarder ChatGPT. Et je vous avoue que déjà, quand je me mets à faire des recherches et que désormais mon moteur de recherche me sorte automatiquement des phrases toutes prêtes, déjà je trouve ça un peu troublant. Ensuite, j'aime bien aller rechercher la source première qui a permis de créer ces phrases sur le côté. Et donc, quand j'arrive, je me dis, OK, je suis pas... Et donc, j'en arrive au final à quand même refaire ce qu'on fait tous, c'est-à-dire à aller regarder, je sais pas, les rapports d'activité, les rapports extra-financiers, en fonction de ce que je cherche comme information. Mais donc, à repartir sur une donnée brute. Alors, effectivement, l'intelligence artificielle ferait ça très, très vite, mais je ne suis pas certaine que le colloque, par exemple, de cet après-midi, si on venait tous avec des papiers générés par l'intelligence artificielle, aurait le même intérêt. Donc voilà, moi je reste encore. Je pense qu'il y a encore du rôle pour la phrase écrite et pensée. Très bien, merci beaucoup. Une autre question là-bas au fond. Peut-être c'est la dernière qu'on prendra parce qu'après on va passer à la deuxième partie. Oui, bonjour, moi je suis Éléonore Carpentier, je suis déléguée générale de l'association Territoria qui prime les collectivités innovantes sous l'égide du Sénat chaque année. Donc là on vient de tenir notre jury et effectivement je vais dans le sens de ce que vous disiez tous. En collectivité, nous là, dans tous les dossiers qu'on a eus, on en a peut-être la moitié qui traite de l'IA, donc on a vraiment... et aussi, par rapport à ce que vous disiez, dans tous les domaines. Enfin, ce qui est vraiment très intéressant, c'est qu'aujourd'hui, l'IA, les collectivités s'en servent dans tous les domaines.
Et ma question, elle était assez simple, puisque aujourd'hui, donc on a un certain nombre de collectivités qui utilisent l'IA dans leur quotidien. Dans les 10 prochaines années, qu'est-ce qu'on peut imaginer d'innovant pour les collectivités? Enfin, si on se projette, sur quoi elles vont travailler? Qu'est-ce qui va faire avancer les collectivités d'un grand pas, quoi, qui changera vraiment les choses? Alors que la collectivité devra apporter quelque chose de plus humain et d'aller plus en profondeur. Là où on n'a peut-être pas aujourd'hui le temps consacré à certaines demandes. C'est-à-dire que vous nous dites que le fait que les machines répondent plus, ça va réhumaniser les tâches finalement? Non, ça va obliger, parce qu'au bout d'un moment, vous n'allez pas élire une collectivité qui utilise que des machines. Je sais pas. Ça m'étonnerait que le citoyen soit au bout d'un moment et se dire ça sert à quoi de voter s'il n'y a que des machines. Donc ce qui veut dire qu'il y aura de plus en plus de choses qui vont se faire sur le terrain. Alors, on connaît tous les conseillers de quartier, etc. Mais on va aller de plus en plus vers ça. Pourquoi? Parce que l'humain a besoin de se rencontrer. Parce que si, en tout cas, moi, j'ai pas envie de vivre dans une société, même si j'adore l'IA, où ça soit que des robots que je vois 24 heures sur 24 et je reste chez moi sans sortir. Merci Frédéric. Alors, un dernier tout petit mot peut-être pour clore cette première séquence à vous, Jean-Gabriel. Oui, il n'y a pas de déterminisme technologique. Et une vision rétrospective montre qu'on s'est toujours trompé. C'est-à-dire qu'on a anticipé que le numérique était important, que l'informatique jouerait un rôle important, mais la façon dont on a imaginé le futur n'a jamais été ce qui s'est produit. Ce qui est important, c'est de bien comprendre que l'avenir nous appartient. C'est ce que nous en ferons, et ça sera ce que nous voudrons en faire. Et je crois que justement, il y a un rôle pour les hommes, pour leur inventivité, pour leur imagination, et rien n'est écrit dès le départ. Et donc il est extrêmement difficile, surtout en cette matière, d'anticiper ce que seront les choses dans 10 ou 15 ans, parce qu'on s'est tellement trompé, donc je ne suis pas du tout... on ne peut rien imaginer comme ça pour le futur. Merci.